Ce webinaire arrive pour clôturer la mini-série sur les FHV. Donc après le webinaire sur classement de cas, transport d'un patient FHV, le diagnostic microbiologique, donc on va parler de deux pays. Donc je vais présenter deux intervenants et je les remercie d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la Corem. Donc on a Magali Deschauvert de l'ESR de Rouen et Thomas Perpoint de l'ESR national de Lyon. La parole est à Magali. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Et donc, moi, je vais vous parler de ce qui se passe en région Normandie maintenant, mais ce qui a été le fruit du travail de la zone ouest à l'époque, puisque moi, je vais remonter un petit peu dans le temps. L'histoire, c'est que en fait, on remonte dans le temps parce que en 2014, il y a une commission matérielle qui était à l'EPRUS à l'époque, dont je faisais partie membre sur comment utiliser et quel EPI pour les fièvres hémorragiques. Donc, un groupe de travail avait été mis en place et en septembre 2014, nous avons publié une consultation et des spécifications techniques sur ces équipements de protection individuelle spécifiques. Et donc, il a été décidé dans ce groupe de travail de fournir 100 EPI complets par ESR. Alors, à l'époque, il y avait 9 ESR sur le territoire national. Et c'était ce qu'on appelait des ESR zonaux. Et il n'y avait pas forcément d'ESR national et ni encore moins d'ESR dans toutes les régions. Plus 10 EPI par SAMU. Donc là, sur tout le territoire national. Et le pays était composé d'un masque FFP2, d'une capeline qu'on a utilisée pour mettre sous la combinaison Tichem, les lunettes de protection, la double paire de gants à usage unique, manchette longue de façon très spécifique et les surbottes. À l'issue de ça, avec ces deux pays-là, on a travaillé un protocole d'habillage et déshabillage. Donc là, c'est la maquette qu'on avait fait à l'époque sur la Normandie, mais qui a été relativement utilisée sur le territoire national et particulièrement en zone ouest. Il n'a pas forcément évolué depuis puisque nous n'avons pas changé de pays. Et il avait été choisi sur la zone ouest, mais aussi au national, que pour les SMUR, les maladies infectieuses, les réa, les laboratoires, on utilise le même EPI pour pas qu'il y ait de confusion avec d'autres types de risques. Et la particularité, c'était cette couleur jaune qui identifiait bien le risque FHV. Donc, du coup, on est resté sur ça. Et encore, nous, sur l'ESR Normandie, on a ce type d'équipement qui n'a pas changé. Étant donné que c'était un équipement national moyen tactique financé par le ministère, il a été en zone ouest référencé en fait dans le plan zonal de mobilisation. Donc vous voyez la carte, en fait, ça nous permettait de savoir que dans chaque SAMU, il y avait les fameuses 10 combinaisons. Et si vous regardez, il y a juste deux endroits en fait où il y a un carré orange. C'est à l'époque le CHU de Rouen et le CHU de Rennes qui étaient à ce moment-là ESR zonal. Et puis 2023, il y a eu une révision en fait de ces moyens tactiques. On va dire plutôt un complément qu'une révision. Et donc par ESR régional, on a eu 160 EPI supplémentaires avec une répartition géographique qui a été un peu modifiée aussi en fonction du territoire dans lequel se trouvait l'établissement. Certains autres établissements ont été aussi dotés de ces tenues-là. Par exemple, si je prends ma chère Normandie, Le Havre a été doté parce qu'ils sont à proximité d'un port où il y a un transit important. Cherbourg, il en est de même. Donc, vous voyez, en fonction du territoire, l'adaptabilité s'est faite. Comme il a été proposé des évolutions, notamment l'utilisation de home pour les porteurs de lunettes et aussi dans les services de réanimation et de maladies infectieuses, parce que c'était moins contraignant visuellement pour les soignants quand ils prenaient en charge les patients sur la durée dans les services de soins. Donc, dans certains services, il y a ces deux types de homes qui sont à disposition et qui ont été financés là aussi sur la dotation nationale.
Un petit aparté qui rentre quand même dans la protection de l'environnement, c'est la fameuse bulle de transport. Là aussi, ça a été préconisé et demandé par les Prusses à l'époque. Donc, nous avions travaillé à rechercher une housse de transport qui puisse être utilisée par tous les professionnels SMUR de SAMU qui allaient devoir aller chercher le patient dans un autre établissement, voire à domicile, puisque par exemple, nous, ça nous est arrivé d'aller une fois à domicile. Mais une de ces questions arrive aujourd'hui dans nos ESR qui ont ces bulles de transport, c'est-à-dire que à l'époque c'était le seul moyen puisqu'il n'y avait pas d'autres établissements, mais pas forcément de formation spécifique à l'utilisation, c'était à la charge de l'établissement. L'exercice était aussi à la charge de l'établissement. Et aujourd'hui, on en arrive à plus de 10 ans et donc se pose la question de comment on l'entretient, quelle maintenance, parce que elle se joue, nous on y a fait attention, on a vérifié toujours les cartouches, on a été vigilant sur la connectique entre le moteur et les cartouches, mais en fait on s'est aperçu que ça n'a pas été le cas forcément partout. Et on se pose la question, est-ce qu'il faut les renouveler et si on les renouvelle, sur quel financement? Ça, c'est des questions que nous avons aujourd'hui parce que ben voilà, on a débuté 2026 et donc quelle utilisation on fait alors qu'elles, en plus, elles avaient un protocole bien, enfin, initiative, c'était ce qu'on appelait un one shot, c'est-à-dire que si on l'utilisait pour un patient, elle était détériorée, enfin, elle était détruite à l'issue. On ne pouvait pas la décontaminer. C'est poser la question en fait des ESR, l'arrivée des ESR nationaux sur bah, la formation à l'utilisation de tous ces moyens. Et donc, il y a eu des formations spécifiques organisées par la COREB au sein des ESR nationaux. Mais en fait, les ESR régionaux se jalousent un petit peu de ces formations parce que en fait, nous, on le fait entre nous, mais entre tous les ESR régionaux, ça serait intéressant de le partager aussi. Et parce que eh ben, ces nouveaux ESR arrivent dans le circuit. Alors, vous avez compris que, bah, par exemple, nous, on est ESR depuis 2005 et ceux qui arrivent depuis 2 ans maintenant, eh bien, n'ont pas tout l'historique des faits et toutes les formations qui ont suivi au cours de ces années. Donc, on sollicite la COREB pour nous aider aussi à intégrer en formation et à l'utilisation de tous ces moyens d'État au niveau régional et pour multiplier parce que en fait ce qu'on fait dans une région doit valoir dans une autre région et de partager nos éléments, je pense que c'est fondamental pour qu'on soit un petit peu raccord les uns avec les autres pour se soutenir si on en avait besoin. La formation, là aussi, la formation a énormément évolué depuis 10 ans. Nous, localement, là pour le coup, sur notre FGSU SSE REB, eh bien, on constate qu'il faut impérativement faire porter les EPI aux professionnels qui sont formés. Il faut qu'ils découvrent la bulle de transport parce qu'en fait, que ce soit du personnel SMUR ou SMIT, voire REA, eh bien en fait, le circuit du patient quand il va arriver dans cette bulle, c'est comment on l'ouvre, comment on la referme, où on la met en attendant d'avoir le diagnostic final. Tous ces éléments-là sont fondamentaux pour qu'il y ait une bonne prise en charge. Eh bien, quand on fait le tour de tout ça, ben, on s'aperçoit que 7 heures, c'est assez court. En fait, il y a beaucoup d'informations à faire passer sur un temps très court. Et vous voyez, juste pour à titre informatif, sur la Normandie, il y a 4 sessions AFGSU SSE REB dans la Normandie, qui sont faites dans 2 CESU, le 76A et le 61. Et donc ça, je pense que c'est un élément. Alors, je sais que il y a une révision de l'AFGSU SSE en cours, mais peut-être c'est le moment aussi d'en profiter, de se dire revoir les contenus et qu'est-ce qu'on y met et qu'est-ce qu'on rend obligatoire. Et en tout cas, moi, je prônerais toujours que l'opérationnalité, elle est fondamentale et qu'il faut savoir s'habiller, se déshabiller. C'est la première phase de prise en charge du patient. Enfin, en conclusion, réflexion plutôt pour amener et susciter des réflexions entre nous sur ce webinaire, c'est est-ce qu'il faut aller vers d'autres EPI avec la distance du port sur les transports longs, bien que maintenant avec les ESR régionaux, on est à moins de distance que ce qu'on a connu antérieurement. Bien sûr, à 3 heures, on peut avoir un établissement à peu près. Alors je vois Pedro, évidemment, nos amis d'outre-mer sont un petit peu décalés
décalé par rapport au temps, mais en tout cas, et surtout aussi par le port de l'EPI dans des conditions qui sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres, qu'en Normandie en tout cas, c'est sûr. Mais aussi, ça apporte une difficulté aussi de communication. On le voit très bien. Donc, j'ai mis ces fameuses tenues avec le home intégré. Ça permet bien sûr un meilleur confort pour le soignant, mais est-ce faisable de communiquer réellement avec sur la durée dans une chambre, dans un secteur de soins? Je ne saurais répondre aujourd'hui. Et puis, il y a le côté, l'autre versant, c'est les caissons de transport dans les ESRR. Est-ce que on va pouvoir un jour transporter nos patients en hélico? Est-ce qu'on pourra diminuer la bulle de transport pendant le transport parce qu'on est bien équipé? Est-ce qu'on va partir vers d'autres moyens de transport en dehors de la bulle? Je sais il y a plusieurs autres sujets qui peuvent être intéressants mais il va falloir travailler, développer, étudier et puis voir, bien sûr, à un moment donné, il y a le coût financier, hein, parce que le remplacement d'une bulle pour un établissement, bah, ça va, mais pour je ne sais plus, 28 ou 29 ESR régionaux que nous sommes aujourd'hui, bah, c'est pas tout à fait le même budget. Donc voilà ce que moi je pouvais essayer d'apporter vis-à-vis de l'histoire parce que je pense qu'on peut pas s'en passer si on en est là aujourd'hui c'est aussi parce que il y a eu des travaux en amont et ces travaux-là eh bien il faut les faire évoluer et le fait de pouvoir envisager un travail national sur la révision de ces EPI et ou de sa bulle de transport, bah, je pense que c'est une belle opportunité pour nous tous. On a tous nos expériences locales et nos contraintes locales. Et je pense que c'est fondamental qu'on puisse faire évoluer tout ça dans les mois et années à venir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Un petit clin d'œil à nos collègues des maladies infectieuses parce que quand ils se préparent, ils sont au 8e étage et ils ont une très belle vue pour se détendre avant d'accueillir le premier patient. Merci de votre attention. Merci Magali pour cette présentation claire. Thomas Perpoint, merci à toute l'équipe du COREB pour me donner la possibilité d'échanger avec vous. En complément et dans la suite de Magali, moi je vais vous présenter peut-être de manière un peu plus détaillée les problématiques dans notre ESR. Alors, on est ESRN, mais je pense que les problématiques et les choix de pays appartiennent également à la fonction régionale. Et je pense que le travail il doit être fait aussi en parallèle entre tous. Globalement, comme Magali, c'est vrai qu'on vient d'une certaine histoire et on partage l'histoire avec tous avec, lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, une dynamique nationale de récupération au sein des différents établissements de santé zonaux à l'époque, des différents protocoles pour essayer de construire avec l'INRS un protocole commun qui reprenait les spécificités de chacun et d'essayer de trouver une voie du milieu qui pouvait aller à tous. On est 10 ans après ce protocole, on n'a fait qu'adapter ce protocole aux contraintes locales et à nos organisations. Et il y a eu un travail sous l'impulsion de la DGS d'essayer d'ouvrir un petit peu la discussion à d'autres tenues. Ce travail-là n'a pas véritablement mené à son terme. Le COREB s'en est ressaisi récemment avec en décembre 2024, si je ne me trompe pas, on s'est retrouvé pour commencer de regarder d'autres tenues et avec derrière en filigrane la problématique du confort, la problématique de l'activité et qu'est-ce qu'on peut faire simplement entre un SAMU, un ESRR et un ESRN, c'est le temps de prise en charge. Le SAMU est à l'extérieur, c'est des intervenants multiples. Le ESR régional va s'occuper pendant 48 à 72 heures de la gestion du patient et du diagnostic positif ou négatif. Et le ESR national va devoir avoir le patient dans la durée et le séjour peut durer, fonction des études, entre 20 à 44 jours sur une fièvre virale hémorragique qui serait grave et qui serait hospitalisée, avec la nécessité de faire des soins de réa et la nécessité de faire des soins chez des enfants. Donc voilà le contexte. Nous, de quoi on bénéficie aujourd'hui sur Lyon? Bien sûr du 3B, et je vais vous exposer les petites particularités du protocole comme nous on les a adaptés, et c'est que des adaptations locales, et je trouve ça intéressant d'échanger un peu plus spécifiquement là-dessus. Vous voyez qu'il y a une tenue qu'on va appeler soufflante, qui est en essai, qui n'est pas encore aujourd'hui, et j'en parlerai en conclusion de savoir le positionnement. Et puis on a un peu de Tyvek dans le fonds de commerce, qui nous sert également dans certaines procédures. Ces fonctions-là, c'est pour nous l'annexe 11 et c'est le soin en ESR
au contact d'un patient et on les différencie de l'annexe 10 du protocole générique qui est employé dans tous les établissements de santé dans lequel on participe avec le FGSU SSE sur l'annexe 10 avec quelque chose de plus simple. Alors, si je reprends cette problématique, pour moi, le pays, il est à intégrer dans une géographie particulière et dans une gestion particulière de mouvements, de partage et de fonctions. Et en fait, voir juste le protocole seul, je pense que c'est compliqué. Alors, juste en deux mots, il y a certains collègues qui sont peut-être venus. Nous, on dispose dans notre service au premier étage de maladies infectieuses d'une unité de 20 et quelques lits, 8 chambres en pression négative. Vous voyez en rouge au centre, au deuxième schéma, ici, notre zone dite HI avec nos chambres de haut isolement et qui est capable de se mettre en zone en cellule de crise. Et à droite, vous avez un plan de masse globalement, et vous voyez qu'on a défini dans cette zone rouge, qui est répercutée sur la droite, une zone d'habillage, parce qu'on pense que l'habillage, il doit être fait loin du soin, dans une zone confortable pour être efficace. Et puis ensuite, on transite de cette façon avec une marche en avant et une distribution. Et vous avez différents lieux, le sas d'entrée, la chambre, le sas de sortie, qui vont être des lieux fondamentaux dans les protocoles de déshabillage. C'est pour ça que je réinsiste. Alors, nos professionnels évoluent dans un environnement qui est rempli, vous voyez à gauche, d'éléments de prise en charge, hein, les poubelles, l'organisation. Ça, c'est l'organisation de nos chambres pour un accueil de patients, en gardant en tête l'extrême nécessité de comprendre le gradient virologique, en fait, le gradient plus infectiologique, qui est ici symbolisé avec la zone extrêmement chaude au contact du patient, et puis la zone progressivement froide pour aller dans le vert où on peut circuler sans difficulté. Je repositionne ça parce que je pense qu'on ne peut pas parler de pays sans parler de fonction et sans parler de lieu et d'activité. Et globalement, dans notre service, on a ces zones de circulation où on peut être en blanc, on peut être en bleu, et on a ensuite notre sas d'entrée quand on est habillé, soit avec une tenue soufflante, soit avec une tenue jaune. On rentre dans notre environnement, et à ce moment-là, on est contaminé, et le jeu, c'est d'arriver à se déshabiller entre notre chambre et notre sortie, avec des protocoles, plus ou moins une supervision, plus ou moins une aide, et on va en reparler ensemble. Donc, simplement, le petit schéma derrière montre bien des éléments de réflexion sur les zones qui sont potentiellement contaminées, de manière à ce que les soignants puissent se projeter, mentaliser les éléments les plus dangereux et le protocole de déshabillage. Alors, le protocole, moi je vous expose le nôtre, il n'est pas très différent du protocole proposé par l'INRS à qui on a participé à l'époque et de ce que présentait Magali. Je vais peut-être m'y attarder un tout petit peu plus pour évoquer. Alors, à Lyon, on a beaucoup de protection faciale que vous voyez en bas à droite, plus que de masques avec le Home proposé en 2023 qu'on a également. Je vous montrerai des photos. On a mis quelques petites applications nouvelles avec une tirette, je vais vous expliquer ça. Et on utilise dans le temps un suivi de notre protocole de cette façon. Alors quand on va et qu'on s'habille, j'enlève juste si j'y arrive, hop, ma tête, voilà. Quand on s'habille, eh bien, on essaye de passer voir le patient avant, parce que tout le service est vitré, de manière à se présenter, parce qu'après, ça sera difficile qu'ils nous reconnaissent. On met notre tenue dans le pantalon pour éviter qu'elle déborde au déshabillage. On passe aux toilettes, on mange un peu, on n'a pas de bijoux, bien sûr. On a une barbe rasée. On a des chaussures sans débord. On peut mettre des surchaussures en plus. Je vous remontrerai ça tout à l'heure. On s'attache les cheveux et on met une cagoule de bloc si les cheveux sont pas courts, de manière à ce que la cagoule représente les cheveux. On porte des surchaussures. Et vous voyez, c'est les étapes classiques. Simplement, on coupe, nous, l'élastique de la partie basse de l'EPI de manière à faciliter le déshabillage. Premier point. Deuxième point, on met un scotch en croix sur le home de manière à ce qu'il ne vienne pas obscurcir la vision. OK? Et on le met bien haut, au-dessus de l'occiput, de manière à ce qu'on ne soit pas en difficulté pour se déshabiller. Donc, c'est des petites adaptations. Je m'excuse si c'est trivial pour vous, mais je trouve que c'est intéressant de les partager. Bien sûr, nos professionnels savent que, en gros, le but de s'habiller en 3B, c'est de ne pas d'avoir d'exposition muqueuse ou cutanée qui pourrait se contaminer, c'est d'avoir les mains en avant, de la thérapie de no touch, bien sûr de mentaliser les comportements, les couches exposées,
et utiliser largement, nous, des surgants en latex qu'on va pouvoir mettre au-dessus de la double paire de gants. Et en fait, c'est finalement ces recommandations-là que vous avez sur la droite, elles sont tout aussi importantes que les EPI, de manière à ce que le port de cette tenue-là puisse éviter une contamination. Alors, pour faciliter le déshabillage, on a mis une petite tirette ici qu'on met de manière à pouvoir attraper plus facilement au déshabillage la zip parce qu'elle est toute petite. On s'habille, on met notre tablier, on met notre passe-pouce, une deuxième paire de gants et la protection faciale variable. Vous avez les protections à droite, un peu plus grandes, qui sont plus confortables, en particulier si on a des lunettes ou si on veut tenir longtemps. Et on a la protection faciale et on en a beaucoup plus de protection faciale bleue comme ceux-ci qui sont un peu moins confortables. On mettait des petits noms et l'entrée dans la chambre en sachant qu'on nous avait dit que peut-être ça altérait l'étanchéité de la combi. Je pense que globalement, si on a notre nom et l'heure d'entrée, ça va pas être dramatique pour la suite. Protocole d'habillage, il se fait donc dans la zone que je vous ai montrée. Là, c'est un extrait de film où on habille deux réanimateurs en séquence rapide, qui met quand même, allez, 6 minutes à peu près pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, enfin, qui a l'habitude de s'habiller, mais qui ne le fait pas régulièrement et qui part sur une action auprès d'un patient grave. On est aidé par deux soignants et on fait notre protocole d'habillage avec une supervision des miroirs pour avancer. Alors, le gros problème, c'est le déshabillage, hein, je vous apprends rien de ce côté-là. Ce déshabillage, il doit être géographiquement pensé. Et vous avez vu, dans le protocole de déshabillage, ils sont affichés en A3 dans les différents lieux. Et là, je vous ai fait une petite coupe sur la gauche. Vous voyez que là, on est dans la chambre. Le patient, le professionnel, pardon, est contaminé en tenue jaune. Et puis, il va devoir sortir. Et tous les temps de déshabillage, on essaye de les localiser géographiquement pour que les gens sachent où ils sont quand ils se déshabillent et où ils vont devoir jeter, et dans quelle poubelle ils vont devoir jeter. Et je pense que c'est indissociable d'un protocole global de déshabillage. Donc nous, on garde, on enlève la couche extérieure, c'est-à-dire le tablier en premier, en haut à gauche, puis les surchaussures et on fait le pas dans la zone propre, et ensuite les gants, en faisant bien attention de toucher l'extérieur. On se lève dans le sas de sortie, dans sa zone sale, qu'on voit ici, et la personne est encore contaminée. C'est pour ça qu'elle est cerclée d'un pointillé rouge. Quand on arrive dans l'autre zone, on va nous utiliser, c'est un peu ce que proposait l'INRS, un petit coup de lingette, mettre un gant vinyle par-dessus, large, on enlève bien le passe-pouce, on enlève par l'arrière les lunettes, on ouvre la combi, c'est là où on est aidé de la tirette pour défaire le zip antérieur. Et puis là, il y a un apprentissage qui est fait chez nous d'une capacité de se déshabiller seul. D'accord? Je vous montrerai un petit film. Ça va être variable. On a aussi un protocole de déshabillage avec aide. Et vous voyez qu'on ne met pas un film au sol. On est dans la zone sale du sas. On se déshabille seul. Il faut bien passer les épaules, je vous remontrerai. Et ensuite, on enlève la combi. On est aidé par le fait qu'on a coupé l'élastique en bas. Et on passe ensuite, quand on a enlevé les surbottes, ici, dans la zone propre du sas de sortie. On enlève le home. Et ensuite, on enlève les gants et on fait un coup de SHA pour enlever le masque par derrière, un FFP2 qui n'a rien touché. OK? Donc voilà notre protocole classique. Ici, le passage du zip, le son apparaît en différé. Ce qui est important, c'est d'enlever les épaules. Donc on tire bien en arrière, on écarte la combi, le jaune est infectant. Et on roule en roulant les épaules, voilà, comme ceci, de manière à enlever. Et une fois qu'on a passé, on peut s'asseoir. OK? Donc, je continue si ça vous va. Donc, vous voyez, les protocoles, ils sont partagés. Il y a des films de formation et on se déshabille seul. Alors, il y a des grandes difficultés inhérentes aux combinaisons, à leur tolérance. Passer une heure, je t'entendais, Samy, l'autre jour, tu disais, oui, on peut rester longtemps. Bah, nous, on considère que passer une heure en activité avec une tenue de type 3B, c'est compliqué. La communication est parfois compliquée également, en particulier quand on est en mouvement, qu'on bouge, il y a le tissu qui froisse, et la supervision est aussi différente.
si on a des professionnels qui sont très habitués, d'autres moins habitués, et si on a des protocoles différents. Alors, je vois Magali à Rouen, le SAMU s'habille en jaune, les protocoles sont assez similaires. Nous, on a une petite difficulté d'homogénéisation de nos protocoles. Bah, ça tient à nous, notre capacité à continuer de travailler ensemble. Le SAMU porte des surbottes extérieures qui sont plus solides et vous voyez qu'ils ont une tenue grise. Là, c'est un exercice avec un accueil en épi-shuttle dans nos chambres. Et en fait, la différenciation des protocoles rend la supervision du déshabillage difficile et je pense qu'il faut absolument aller vers une homogénéité des pratiques. Et là, vous voyez que c'est un déshabillage en bas à droite qui est aidé par un professionnel des maladies infectieuses qui est habillé en Tyvek et qui vient participer au déshabillage. On n'a pas de superviseur SAMU qui vient rentrer dans la chambre pour déshabiller puisqu'on est dans le service de maladies infectieuses et qu'on a choisi cette organisation. Mais je pense que ça peut prêter à discussion et en tout cas, ça attire sur le fait que si c'est pas homogène, ça pose des goulots d'étranglement, comme diraient les collègues. Donc, qu'est-ce qu'on a réfléchi? On a réfléchi à essayer de faire évoluer les tenues. Et là, on vous présente la tenue dite soufflante, on l'a appelée comme ça, qui est une tenue hyper hermétique. Et comme dedans, il y a un moteur avec une capacité de souffler de l'air, on a un renouvellement d'air en pression positive dedans et on a l'absence de sudation. Très clairement, et un confort qui permet de travailler 3 à 4 heures sans difficulté, si ce n'est le bruit un petit peu important de la soufflerie qui peut à force gêner et en particulier nous déranger. Donc là, je vous montre la tenue, elle est là. Je ne sais pas si vous m'entendez en même temps que je fais le film. Bah, on n'entend pas le film, je pense. Voilà, alors simplement le film est là et vous avez vu que le collègue a tiré, on a fait adapter, on travaille avec les collègues industriels qui développent ça, enfin on travaille, on leur fait des retours et on a fait adapter une petite tirette avec un scratch qui permet de baisser et d'améliorer la visualisation, en particulier si on fait un geste vers le bas, de manière à ne pas être gêné par les coutures plastiques. Donc cette tenue-là, on en a fait un protocole d'habillage. Et comme vous la voyez, vous avez en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous vous habillez comme une tenue de plongée sèche, d'accord, pour ceux qui en ont eu l'usage. Et le déshabillage se fait par une sorte de grand... ici, on a fait adapter des tenues avec des fermetures éclairs, c'est des tenues d'essai et d'apprentissage et de formation. Mais normalement, les tenues, elles ont ici un petit scotch qui va courir sur la totalité de la tenue, comme ce scotch-là, et qui en fait s'enlève et permet d'ouvrir directement la combinaison en deux. Donc, protocole d'habillage est là, c'est pour ça que vous voyez un zip d'habillage qui est derrière, et le scotch de déshabillage qui fait le cercle dans la partie supérieure de la combinaison. C'est très simple de s'habiller. Il y a un moteur, le moteur est chargé, il a une autonomie extrêmement longue. On met des filtres, d'accord, derrière, et on s'habille. Pour faciliter l'habillage, je vous montrerai deux, trois petites astuces derrière, mais globalement, l'habillage se fait en 1 minute 30 lorsqu'on a compris un peu le montage. Nous, on garde une paire de gants par-dessus cette paire jaune qui est intégrée directement à la combinaison et on met dessus un tablier pour essayer de garder notre protocole de couche extérieure à enlever. On peut, comme je vous le disais, orienter la partie supérieure pour avoir une meilleure visualisation. On a fait quelques petites adaptations depuis ce protocole-là. S'habiller avec une surchaussure, et c'est vrai également avec les tenues jaunes, une surchaussure interne favorise le glissement en fait et favorise le déshabillage et l'habillage. Premier truc. Ensuite, on s'est interrogé sur la communication que nous donnaient ces tenues. S'il n'était pas, en fait, comme elle est très hermétique et qu'elle est très confortable, on peut tout à fait enlever le masque. Et je vous verrai comment on peut le remettre au moment du déshabillage. Et comme il n'y a pas de rupture de confinement, il n'y a pas d'inquiétude, ça permet de parler et que le patient et les collègues nous voient parler et ça améliore nettement la communication. La soufflerie est, je dirais, discrètement intense, ça gêne pas trop, mais il faut parler comme toujours en EPI et dans une activité REB, eh bien, distinctement, fortement et être sûr que notre compagnon ait bien entendu les consignes. Donc, pareil, on a fait un protocole de déshabillage, on a mis notre petit symbole, nos différents lieux, et le déshabillage
se fait, on enlève le tablier, on enlève les surchaussures, on passe de l'autre côté. Donc, vous voyez, le professionnel, là, elle s'assoit sans difficulté sur le banc, elle passe de l'autre côté, elle se lève, et là, elle est aidée par un compagnon qui est chez nous en Tyvek, parce qu'on a un stock de Tyvek, et il vient aider à l'épluchage de cette combinaison en enlevant, bah là c'est la fermeture éclair parce que c'est les tenues d'essai, et l'autre personne va tenir la combinaison. Donc on a trouvé une gestuelle qu'on a inventée. Derrière, il enlève les filtres, et puis on attrape le moteur. Et la personne qui est propre à l'intérieur tient le moteur pendant que la combinaison est enlevée et vient franchir la zone propre du sas de sortie pour se retrouver et finaliser le déshabillage. Donc ça se fait assez bien et ça se fait nettement mieux que dans les différentes étapes, d'autant plus que le sujet, là, il n'a pas transpiré, son masque FFP2 n'est pas saturé, il est plutôt au confort. Je vous montre simplement, en fait, avec cette combi, on peut, en tirant sur les gants, enlever les mains, et comme elle est soufflante, les gants restent enfin les bras restent gonflés, et on a fait des essais avec le masque posé dans la partie inférieure du visage pour parler, comme je vous disais tout à l'heure à l'habillage, et on remet le masque avant de se déshabiller définitivement, et ça se fait, c'est possible, et ça peut être une petite action qui facilite le déshabillage et la communication. Donc voilà. Alors, la question, bah, je vous montre ici simplement en bas à droite différentes tailles, de manière à ce qu'elles soient adaptées aux morphologies. Et en face, nous, on a mis des gants fonction des tailles. Pour l'instant, on a acheté des T0 jusqu'à T3 en mettant des gants de 8 et de 7. C'est probablement pas adapté. Il faudrait probablement sortir des gants en 8,5 ou en 9 sur les grandes tenues, puisqu'on peut être autrement gêné et d'avoir cette impression de gants trop serrés. Alors, comment nous dans la réflexion, parce qu'on n'en est qu'à la réflexion, où est-ce qu'on a positionné cette nouvelle tenue? On l'a mise pour l'instant à 3 éventuels temps. Au moment de l'accueil de l'Epi Shuttle, au moment d'une nécessaire entrée en urgence dans la chambre et au moment d'une technique ou d'une procédure longue. Donc, dans l'accueil de l'Epi Shuttle, sur le dernier exercice, on avait testé le positionnement d'un praticien de maladie infectieuse qui venait sur tout le circuit, aller chercher les collègues du SAMU, remonter dans la chambre et être le leadership et superviseur global de l'action. Et donc, le fait qu'il soit en confort dans sa tenue de type soufflante, eh bien, ça a apporté du plus. OK? Donc, ça, c'est le premier positionnement. Vous voyez, on a une sorte de jeu de rôle de notre temps de montée de l'Epi Shuttle et on voit notre professionnel en tenue soufflante et il est là aux différents temps avec une fonction particulière et la tenue apporte du confort par rapport au temps et c'est le dernier qui va sortir. Donc si l'accueil prend un peu de temps, si c'est un peu long, il peut facilement être habillé pendant 1 heure et demie, 2 heures, alors que les autres professionnels en EPI jaune seront habillés moins longtemps et il restera un peu le fil rouge de toute l'activité d'accueil. Donc ça, c'est notre premier positionnement. Deuxième positionnement, sur un autre exercice qu'on avait fait sur la réa, on avait un patient dans la chambre qui était grave et qui vient à se décompenser. Nos réanimateurs s'habillent en tenue EPI classique, 6 minutes d'habillage. On a un soignant qui est ici en veille avec la tenue mise à mi-champ et qui reste là. Et en gros, on voulait calculer en combien de temps il s'habillait pour rentrer dans la chambre. On pourrait imaginer un bouchon d'une intubation, on pourrait imaginer une situation grave avec une nécessaire activité en urgence. Eh bien, en gros, il met 1 minute pour enfiler le reste de la combi, mettre le moteur en route et rentrer dans la chambre. Donc, en fait, c'est peut-être un positionnement sur l'entrée rapide en chambre d'un patient. Et puis, le dernier truc, c'était de se dire, est-ce que ça aide sur la mise en place de cathéters? Est-ce que ça aide sur la biologie délocalisée? On a fait des essais, on arrive à mettre un sarrau de grande taille avec la combi gonfle pas trop devant, on le serre derrière, alors on peut pas le fermer, on met un scotch, c'est que pour l'instant des essais, hein, et on se permettrait pas de dire que c'est ça qu'il faut faire, et ça permet d'avoir une autre attitude et un confort, et vous voyez que là j'ai pas de masque, je vois très très bien, et je peux rester plusieurs heures, s'il faut faire une écho, s'il faut faire un geste invasif, poser des cathéters, faire de la biologie, ça peut être une solution de durée. Donc, en pratique, si on met une tenue supplémentaire, bah, il y a nécessaire formation spécifique et je pense qu'il faut encore qu'on avance sur le positionnement possible. Si je fais un comparatif de prix unitaire, alors en euros, il faut rajouter les 20% de TVA. Vous voyez qu'une 3B
15 euros la combi, 5 euros les deux surbottes, protection faciale 9 euros, ça fait 30 euros. La combi soufflante, aujourd'hui, avec les 4 filtres à 15 euros chacun, la combi à 225 euros, ça la fait à 285 euros. Le moteur est à 4000 euros, il dure très longtemps, mais vous imaginez bien qu'on a un facteur 10 dans la combinaison. Donc aujourd'hui, Magali l'évoquait, nous on a un stock de 775 tenues de type 3B et on essaie de les faire glisser, les faire évoluer. On a eu un courrier assez récent, un peu lunaire, mince, je reviens, de l'ARS qui nous dit que normalement on devrait être doté de 3500 tenues et qu'on a un financement MIG pour ça. C'est vrai que moi je n'étais pas avec cette ampleur, j'avais plutôt calculé un stock qui nous permettait d'accueillir un patient pendant plus de 21 jours et deux patients pendant plus de 21 jours en confort. Mais l'ARS nous demande de financer 3500 tenues comme le plan de financement de la MIG le voulait. Je vais rediscuter avec elle. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on panache entre un petit peu de tenue soufflante et un petit peu de tenue EPI et à quelle hauteur 50 tenues soufflantes, on l'a imaginé pour l'accueil de deux patients avec des temps longs, des temps d'urgence et des temps d'accueil en épi-shuttle. Donc voilà, c'est pour ça on achèterait éventuellement 50 tenues, mais si on achète 50 tenues, il faut acheter deux moteurs en plus, de manière à avoir deux praticiens qui puissent en tenue soufflante et un moteur de secours. Donc ça fait déjà 25 000 euros. Et derrière, ça nous permettrait de racheter 1300 tenues en plus, fonction du souhait de l'ARS. Voilà, petit échange très opérationnel. J'espère que ça suscitera des questions ou des échanges. Et vous voyez bien qu'on n'a pas la solution, en fait, et que c'est simplement une proposition ou un partage de nos réflexions actuellement, de savoir où on en est. Je vous remercie. Merci Thomas pour cette présentation claire et limpide, chat. Et on vous mettra à disposition rapidement ces vidéos avec les diaporamas, bien sûr. Merci à tous et Merci, au à revoir. très bientôt. Au revoir.